Bonsoir à tous et bienvenue à cette session d'information. Madame, Messieurs, voici les titres de l'actualité de ce vendredi 16 décembre. Moïse Katumbi quitte l'Union sacrée. Le président d'Ensemble pour la République se déclare en même temps candidat à la présidentielle de 2023. Son annonce va certainement induire une reconfiguration du paysage politique, notamment au sein de l'exécutif. À la une également, les États-Unis sont pour une présence de l'Afrique au sein du G20. Washington s'engage également à investir 15 milliards de dollars au continent noir. Ce sont là deux grandes annonces faites lors du sommet États-Unis d'Amérique-Afrique qui s'est clôturé jeudi. Encore une fois, bonsoir à tous. Je le disais en titre, entre Félix Tshisekedi et Moïse Katumbi, c'est désormais un divorce consommé. Le président de Ensemble pour la République quitte l'Union sacrée de la nation et se déclare candidat à la présidentielle de 2023. L'ex-gouverneur du Grand Katanga a dépeint un tableau sombre de la gestion du pays par l'actuel président de la République, qui est désormais son ancien allié. Suivez Moïse Katumbi qui a fait ces déclarations dans une interview qu'il a accordée aux médias français. Vous savez, j'ai décidé de quitter, donc j'ai dit au revoir à l'Union sacrée, mais je dois aussi consulter et le membre de mon parti le lundi au congrès à Lubumbashi. Je sais qu'il y a des gens qui vont nous quitter, et c'est ça la démocratie. Ceux qui partent vont laisser la place aux autres, mais nous allons continuer avec de vrais combattants qui voudront que nous puissions changer la situation de notre pays ensemble. Je suis allié dans l'Union sacrée, ça fait 2 ans. Le président Tshisekedi avait fait appel à moi et à mon parti pour le rejoindre. Mais le bilan est très mauvais. Le bilan est chaotique. Mais j'ai donné des conseils en interne, j'ai écrit au président de la République et j'avais aussi donné le cahier de charge quand j'ai accepté de rejoindre l'Union sacrée, et ce cahier de charge n'a pas été considéré. Vous savez, ce n'est pas des critiques, c'est une réalité. J'ai donné de conseils en interne, mais comme la situation continue à être chaotique, je dois sauver un peuple en danger. Et je serai candidat en 2023, mais je dois avaliser ma candidature au congrès de notre parti le 19 à Lubumbashi. Donc, je serai candidat parce que j'ai une vision pour mon pays et j'ai un bilan quand j'étais gouverneur et j'ai de l'expertise aussi. Je ne viens pas là pour faire de l'aventure parce que vous savez, il ne faut pas chercher le pouvoir pour le pouvoir. Je serai un président qui ne... Le président Félix Tshisekedi a rencontré à Washington ses homologues Joao Lourenço d'Angola et Évariste Ndayishimiye du Burundi. Ces derniers ont fait au président Tshisekedi la restitution de la réunion sur la paix et la sécurité dans le Grand Lac, à laquelle le président congolais n'a pas pris part. Suivez. Les chefs d'État ont échangé sur l'exécution des décisions prises lors du mini-sommet du 23 novembre à Luanda afin de concrétiser le cessez-le-feu, le retrait des zones occupées, le désarmement et le cantonnement du M23 pour rétablir la paix et la sécurité à l'est de la République démocratique du Congo. Pour l'instant, force est de constater que les résolutions du mini-sommet de Luanda sont restées lettres mortes et la relative trêve qui tenait jusqu'alors entre le FARDC et le M23 vient de voler en éclats puisque les combats ont repris ce vendredi à Bouiza, rompant ainsi ce cessez-le-feu. La question congolaise est devenue un véritable casse-tête dans la région des Grands Lacs. À Washington, Félix Tshisekedi a fait part au président américain Joe Biden de la vraie compréhension de la crise congolaise. Il est vrai que les États-Unis ont déjà fait un pas en demandant au Rwanda d'arrêter de soutenir le M23. Mais Washington sera beaucoup plus efficace et inspiré en coupant le financement à Kigali. Les États-Unis d'Amérique s'engagent à investir 15 milliards de dollars en Afrique pour promouvoir le commerce et l'investissement dans le continent noir. C'est l'une des grandes annonces faites à l'issue du sommet que ce pays a eu avec l'Afrique. Durant ce sommet, le président américain a réitéré son plaidoyer à voir l'Afrique héritée d'une présence au G20.
Joe Biden a promis de se rendre en Afrique, mais sans préciser dans quel pays exactement. Enoch Issei. Jeudi 14 décembre qu'a pris fin le sommet des hauts niveaux USA-Afrique. Ces assises de 3 jours avaient pour objectif la consolidation d'un partenariat stratégique, politique, économique et sécuritaire entre les États-Unis et l'Afrique. Au total, 3 annonces majeures sont issues de ces assises. En premier lieu, les États-Unis n'ont pas hésité de convaincre leurs partenaires de leur engagement pour l'Afrique, estimé à 55 milliards de dollars de coopération publique sur les 3 ans. Les États-Unis s'engagent à investir 15 milliards de dollars américains pour le commerce et l'investissement en Afrique. En second lieu, les États-Unis veulent que l'Afrique obtienne un siège permanent au Conseil de sécurité de l'ONU. Tertio, ils sont pour l'intégration de l'Union africaine comme membre de G20. Durant ces sommets, la République démocratique du Congo a fait entendre sa voix pour dénoncer l'agression injuste des terroristes du M23 soutenus par le Rwanda. Le pays a aussi fait valoir son potentiel économique pour attirer plus d'investisseurs américains. Pendant ces 3 jours de sommet, le président américain s'est posé en porte-voix de l'Afrique où il a d'ailleurs promis de s'y rendre. Ce serait ainsi la première visite d'un président des États-Unis sur le continent depuis Barack Obama qui était allé au Kenya. Dans le cadre de la mise en œuvre du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et social, le Premier ministre Sama Lukonde a présidé à la primature une réunion du conseil d'administration du Fonds de cohérence et de stabilisation. Cette rencontre a connu la participation de parties prenantes, notamment des bailleurs de fonds et des membres du gouvernement. Suivez. En sa qualité de président du comité de pilotage du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et social, PDDRCS, le chef du gouvernement et les différents participants à cette importante réunion ont passé en revue le processus de la mise en œuvre de ce programme et du travail déjà effectué dans le cadre du Fonds de cohérence et stabilisation en vue d'endiguer les conflits à l'est de la République démocratique du Congo. L'ambassadrice du Royaume-Uni, Emily Matman, a fait l'économie de cette rencontre dont elle a pris part. Alors, nous avons eu cette réunion aujourd'hui autour de la conseil d'administration pour les fonds de cohérence et stabilisation. C'est un fonds multi-bailleur qui existe depuis quelques années, qui focalise sur un appui à la population et les efforts du gouvernement à l'est du pays pour stabiliser les zones en conflit. Alors, les fonds sont là pour débourser, pour soutenir plusieurs programmes. En partie de cela, c'est à travers le PDDRCS, un appui technique, mais aussi de travailler ensemble avec le PDDRCS pour la mise en œuvre de ce plan et ces stratégies. Pour sa part, le coordonnateur du PDDRCS a fait part à la presse du chemin déjà parcouru dans le processus de la mise en œuvre. Disons que nous sommes déjà depuis 2021 en train de travailler. Nous avons commencé par les états des lieux. Les états des lieux ont produit la stratégie nationale. La stratégie nationale a produit le plan d'action et le plan opérationnel pour chaque province. Et pour le plan opérationnel, nous avons commencé par la province de l'Ituri. Nous sommes allés dans le Tanganyika, le sud Kivu et dans le Maniama. Et lorsque nous voulons aller dans le nord Kivu, il y a eu cette question importante d'insécurité liée à la présence du M23 dans la zone. Déjà, la mise en œuvre de ce programme connaît ses premiers pas, souligne le responsable du programme PDDRCS. Pour ce qui est du Nord Kivu, le programme compte entamer le désarmement et démobilisation dans d'autres territoires que Rutshuru, où sévit le groupe armé du M23. C'est une réconfiguration qui a pris les allures d'un pugilat. À l'Assemblée nationale, désormais, la Commission des droits de l'homme de la Chambre basse du Parlement comptera 4 femmes et 6 hommes. Les travaux pour réformer cette structure ont été émaillés de divergences entre députés nationaux, mais le dénouement a été plus qu'heureux. Patricia Mabungu et Fiston Oleko. Premier point à l'ordre du jour de la séance plénière de ce jeudi 15 décembre 2022, avant la cérémonie de clôture de la session ordinaire de septembre 2022, était la désignation et l'entérinement des membres de la Commission nationale des droits de l'homme, CNDH. Après avoir auditionné les rapports de la commission spéciale et temporaire chargée d'examiner les dossiers de candidature des membres du bureau
de la nouvelle CNDH et après les avoir auditionnés aussi, les points de divergence sont apparus parmi les députés nationaux, notamment ceux de l'opposition. Vous allez voir que nous avons présenté 9 candidats. Il y a 7 qui viennent des différentes provinces. Et donc, même si on pouvait demander à n'importe quelle autorité de la République ou n'importe quelle personnalité lui confier ce dossier, nous avons dans notre pays 26 provinces. Et pour retenir 9 postes, il n'y avait pas lieu de satisfaire toutes les provinces. Nous avons fait ce qui était de notre devoir. Et en plus, ce sont des composantes qui nous ont envoyés. Il a fallu que le président de la Chambre basse du Parlement, Christophe Mbosso, intervienne pour qu'il fasse sauter le goulot d'étranglement. Au finish, c'est le bureau Paul Nsapou qui a été entériné et, avec lui, 8 autres membres, dont 4 femmes. Nous avons reçu 46 candidats venant de 8 composantes. Ces 8 composantes, chacune n'avait droit qu'à un seul poste. Exception faite à la composante confession religieuse qui, elle, pouvait avoir 2 postes. Et donc, après cet exercice-là, d'abord d'examiner le dossier physique de chacun des candidats, et puis après auditionner tous les candidats, vous avez suivi le rapport, nous avons auditionné 37 ou 38 candidats sur les 46, nous avons battu le record. Alors, après examen minutieux de leur dossier, nous avons pu retenir 9 candidats tels que l'exige la loi sur la Commission nationale des droits de l'homme à son article 15. Il s'agit de membres Kona Joël, Kimbumbu Dido Didier, Kalindie, Biandira Dieudonné, Eyale Bossele et Kakol, Rémi Paul, Ngongo Foura Véronique, Chibunda Ndumba Richard, Kapinga Tumba Gisèle, Lokonya Sefo Paulette. À côté d'eux, 37 personnalités ont vu leur candidature rejetée, entre autres désistement volontaire, absence de personnalité juridique de l'organisation, équilibre géopolitique, manque d'expertise en matière de droits de l'homme. Vous avez corrigé avec moi, il s'agit bien de la Commission nationale de droits de l'homme. Le gouverneur du Haut-Katanga a procédé au lancement de dessertes en eau potable au profit de la population de Sakania. Il s'agit d'un projet qui a été réalisé en collaboration avec l'entreprise minière Frontière SA. La réalisation de ce projet est un véritable soulagement pour la population qui manquait de cette denrée pendant longtemps. Suivez ce reportage. Grâce à ce projet du gouvernement provincial réalisé avec le concours de l'entreprise minière Frontière SA dans le cadre de sa responsabilité sociétale, la commune urbano-rurale de Sakania est désormais desservie en eau potable après en être privée pendant plusieurs années. L'ouvrage est constitué de 2 grands tanks de 3300 litres avec une pompe d'une capacité de 250 ml d'eau par heure. Pour Jacques Yaboula-Katoué, qui a personnellement présidé la cérémonie, ce projet réalisé ce jour est la concrétisation de la promesse du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, faite à la population de Sakania. Président de la République anasema il faut. Le président de la République nous a demandé que la solution d'adduction d'eau potable soit trouvée à Sakania. Et l'entreprise Frontière SA, dans le cadre de sa responsabilité sociétale, a accepté d'aider cette population. Nous devons être unis. Unissons-nous comme un seul homme derrière notre président de la République pour que cette commune rurale se développe. Aussi, soutenons tous l'entreprise Frontière SA pour que Sakania aille de l'avant. Du côté de la population bénéficiaire, c'est le soulagement et tout est indiqué pour remercier le gouverneur et le chef de l'État pour cette action sociale. Nous bénissons Dieu et nos autorités pour nous avoir octroyé de l'eau potable. Merci beaucoup à notre gouverneur Jacques Yaboula-Katoué et notre président de la République Félix Tshisekedi Tshilombo pour nous avoir donné de l'eau potable. Le gouverneur Jacques Yaboula-Katoué a tenu à rassurer ses administrés de Sakania qu'après l'eau et la route, d'autres actions sociales seront menées sous l'impulsion du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, dans cette partie du Congo démocratique. Après le Haut-Katanga, retour à Kinshasa, à quelques jours des festivités de fin d'année, la capitale vibre déjà au rythme des fêtes. Les carrefours sont déjà décorés. Paysage de fête qui tranche par contre avec la morosité constatée chez les vendeurs qui se plaignent du fait que la vente de certains articles tourne au ralenti dans certains marchés. Patience Lokeke et Enoch Issei.
Kinshasa vibre déjà au rythme de fête, et cela à quelques semaines de festivités de fin d'année. Le principal carrefour et les principales acteurs de la ville sont déjà revêtus des couleurs des fêtes. C'est le cas de la gare centrale et le long du boulevard du 30 juin dans la commune de la Gombe. Aux différents marchés de la ville, l'engouement est déjà au rendez-vous. Au grand marché communément appelé Zando, la population envahit le riz et grandes directions, dont la plupart sont à la recherche de nouveaux vêtements pour enfants, des jouets, et certains s'approvisionnent de quelques denrées alimentaires consommables au cours de cette période festive. Bien que dans les chefs des vendeurs, le discours soit négatif. Ces derniers disent ne pas vendre comme il faut, alors que dans ces temps pareils, il y a déjà engouement sur le marché. En tout cas, si je dis que je vends, c'est du mensonge. Il n'y a pas de mouvement. Les clients n'entrent pas assez. Il n'y a rien de bon. Je ne sais si on a payé les gens ou pas. Il n'y a pas de mouvement dans le marché. Il n'y a pas l'argent. Il arrive des fois que toute la journée, je ne vends que 2 jouets. On ne comprend pas au juste c'est quoi, alors que nous dépensons beaucoup d'argent pour payer les transports. Les commerçants dénoncent aussi les tracasseries du côté des éléments des forces de l'ordre, cas de ces policiers qui se pointent pour demander de l'argent devant chaque étalage. L'actualité, c'est aussi en dehors des frontières congolaises. Les pays membres de l'Union européenne se sont mis d'accord pour apporter une nouvelle aide de 18 milliards d'euros à Kiev. C'est là après que la Commission européenne ait présenté le nouveau paquet de sanctions proposant d'ajouter près de 200 individus et entités sur la liste noire de l'Union européenne, dont les forces armées de la Russie et 3 banques du pays. Et donc ici. Face aux intenses frappes russes qui se sont poursuivies jeudi sur Kherson, l'Union européenne frappe elle aussi à nouveau Moscou. Le 27 approuve un 9e train de sanctions. Dans le même temps, ils se sont mis d'accord d'apporter une nouvelle aide de 18 milliards d'euros à Kiev. La présidence tchèque de l'Union européenne a réussi à convaincre le plus résistant. Je suis heureux que nous ayons réussi à maintenir une approche unifiée de notre soutien à l'Ukraine. Je suis heureux que nous ayons approuvé aujourd'hui l'assistance macro-financière à l'Ukraine et le dernier paquet de sanctions. Mais le 27 n'ont toujours pas réussi à trouver un consensus sur le plafonnement du prix du gaz. Nous sommes convenus que l'accord doit être conclu lundi lors du Conseil extraordinaire de l'énergie par les ministres et je pense que tout le monde est conscient de cette échéance et est prêt à faire des compromis. Le 27 ont demandé à la Commission de préparer d'ici fin janvier des mesures pour soutenir la compétitivité des entreprises européennes menacées par la crise énergétique et la course aux subventions américaines. Le programme de formation de 60 jeunes dans la finance concernant les régions d'Afrique, des Caraïbes, des Pacifiques et du Moyen-Orient sera financé à hauteur de 1,3 million d'euros. Initié par le Luxembourg et la Banque européenne d'investissement, le dit programme vise à stimuler le développement socio-économique dans ces pays. Édouard Funda. Les jeunes des pays d'Afrique vont bénéficier d'un programme de formation professionnelle dans la finance pour une durée de 3 ans. Lesquels programmes financés à hauteur de 1,3 million d'euros par le Luxembourg visent à stimuler le développement socio-économique des pays africains. L'initiative va favoriser le transfert de connaissances qui permettra aux récipiendaires de contribuer au progrès économique et social du continent. Selon les experts, les fonctions les plus recherchées dans le secteur sont notamment le cadre spécialisé en conformité et risques, des experts en lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, en gestion actif-passif, des gestionnaires de projets stratégiques. Ainsi, la formation des professionnels du secteur financier reste une priorité en Afrique. Aborder une nouvelle approche pour le développement du secteur financier en Afrique devrait favoriser la résilience du système financier du continent. Fin de cette édition, mais avant de la boucler complètement, le rappel de différents titres. Moïse Katumbi quitte
l'Union sacrée, le président d'Ensemble pour la République se déclare en même temps candidat à la présidentielle de 2023. Son annonce va certainement induire une réconfiguration du paysage politique, notamment au sein de l'exécutif. À la une également, vous l'avez suivi, les États-Unis sont pour la présence de l'Afrique au sein du G20. Washington s'engage également à investir 15 milliards de dollars dans le continent noir. Ce sont deux grandes annonces faites lors du sommet États-Unis d'Amérique-Afrique qui s'est clôturé jeudi. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur Géopolis TV.